Cette vidéo a été prise au Japon en 2023. Elle est tout à fait perturbante, mais il est pourtant pas si rare que ça de voir des crabes vivants sous plastique. En 2015 déjà, des consommateurs indignés avaient pris cette photo dans un supermarché de Londres. Ça vous fait de la peine? Vous êtes trop sensible. Nani? C'est la vraie réponse qu'a donnée le supermarché incriminé. Bon, vous vous en doutez, ça a fait un beau scandale chez nos voisins anglais, qui sont pourtant des précurseurs en matière de protection animale, et ça a aussi révélé une grosse lacune dans la loi sur le bien-être animal votée au Royaume-Uni en 2006. Si cette loi, présentée comme une réforme majeure, permet bien de prévenir et de condamner les mauvais traitements infligés aux animaux vertébrés, chiens, chats, poules, vaches, cochons, etc., les animaux qui n'ont pas de vertèbres, c'est-à-dire au bas mot 95% du règne animal, en sont totalement exclus, crustacés y compris. Il est donc parfaitement légal d'emballer sous plastique des crustacés vivants. Pourtant, en voyant ça, on serait quand même en droit de se poser la question: attendez, mais les crabes, ils seraient quand même pas un peu capables de ressentir des choses, comme la douleur ou l'anxiété? Je suis Jessica, ancienne vétérinaire, sur cette chaîne on parle d'arthropodes, et aujourd'hui on va essayer de répondre à cette grande question: les crustacés ressentent-ils la douleur? J'ai fait pour vous un état des lieux des connaissances actuelles, et vous allez voir, il y a eu pas mal de révélations ces dernières années qui ont fait des vagues jusqu'à secouer les parlements de plusieurs pays voisins. Alors repartons en 2015. Après le scandale de cette photo, un petit groupe de militants britanniques fonde l'association Compassion pour les crustacés. Désolé, le nom rend moins bien en français. C'est une asso qui a l'objectif de faire cesser les mauvais traitements infligés aux crustacés décapodes, c'est-à-dire à 10 pattes, comme les crabes, les homards, les langoustes, etc. Pour eux, c'est toute la filière qui est problématique, du moment où ils sont pêchés jusque dans l'assiette. Déjà, du côté consommateur, ils signalent que les crustacés sont, avec les mollusques, les seuls animaux que l'on vend vivants en supermarché pour être tués à la maison. Sauf que les consommateurs n'ont pas forcément les connaissances ou le matériel pour faire ça bien. C'est comme si on nous vendait des poulets vivants sous plastique avec l'étiquette « débrouillez-vous ». Du coup, les crustacés finissent souvent ébouillantés, démembrés ou avec un coup de couteau au milieu de la carapace, faute de mieux. Et selon l'association, ces trois méthodes entraînent des souffrances prolongées. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en amont de cette filière, il y a un autre gros problème: rien n'est encadré. Ni la capture, ni l'élevage, ni le transport, ni la conservation. Ça veut dire que les industriels ont le champ libre pour faire ce qui les arrange. Ils peuvent par exemple les stocker sur de la glace, entasser les uns sur les autres, arracher les pinces des crabes vivants avant de les rejeter à la mer, ou encore les emballer sous plastique. Et pour l'asso, ça aussi ça pose un gros problème de bien-être animal. Donc, à partir de 2016, ils vont militer pour que les crustacés soient reconnus par la loi comme étant des êtres sensibles. On va voir s'ils ont raison de demander ça ou pas, mais avant, juste un point sur le terme sensible. En France, on n'a que ça pour désigner ce que ressentent les animaux, mais c'est très réducteur. Le mot qu'utilisent les Anglais, c'est sentience. La sentience, c'est la capacité à ressentir. Elle regroupe toutes les expériences sensorielles, comme voir, sentir, toucher, mais aussi les états internes, qu'ils soient physiologiques ou émotionnels, comme la faim, la soif, la fatigue, l'anxiété, la joie, la détresse, le plaisir ou encore la douleur. Revenons à notre assaut qui envoie donc des lettres ouvertes et des pétitions au gouvernement britannique. Ces actions sont soutenues par plus de 50 experts sur la question du bien-être animal et ça a fini par marcher puisqu'en 2018, à la suite d'une de ces campagnes, le gouvernement s'engage à se pencher sur le sujet. Il commande une gigantesque étude pour récolter des preuves de la sentience des crustacés, mais aussi de ce qu'on appelle les mollusques céphalopodes, comme les poulpes, les seiches et les calamars. Cette gigantesque étude qu'ils ont commandée, c'est une revue systématique, c'est-à-dire un des plus hauts niveaux de preuve en sciences. L'étude va se concentrer sur l'aspect ressentir la douleur de la sentience, parce qu'on a pas mal d'infos et c'est souvent ça qui détermine la mise en place de mesures de protection. Les auteurs vont récolter et analyser les données de tous les articles qui sont parus sur le sujet, soit plus de 300 études. C'est un travail colossal, très attendu par la communauté scientifique et par nos amis de Compassion pour les crustacés. En novembre 2021, cette étude est publiée et deviendra un des documents les plus influents dans le débat scientifique et politique sur la sentience animale. À lui seul, ce tableau a conduit à des décisions politiques très importantes pour la cause animale. Alors je sais, pour l'instant c'est incompréhensible, mais je vais vous expliquer pourquoi ça a été une avancée majeure. À gauche, ce sont des groupes d'animaux. Par exemple, dans les brachioures, il y a ce qu'on appelle les tourteaux et les araignées de mer. Là-haut, c'est 8 critères. 8 critères développés pour évaluer la sentience d'un animal. Alors pourquoi 8 critères? Ça peut pas être juste oui ou non, cet animal est doué de sentience? Eh ben non, ça peut pas être oui ou non. Ça pourra jamais être oui ou non. Imaginez, vous mettez un coup de pied dans un parpaing. Imaginez, hein, peut-être qu'il a dit des trucs pas cool. Donc, vous mettez un coup de pied dans un parpaing, ça fait mal, peut-être vous pétez un truc, et ben on aura beau vous mettre des électrodes plein la tête, vous faire passer un IRM ou même vous poser directement la question, on ne pourra jamais savoir ce que vous ressentez précisément en cet instant. À quel point vous avez mal, comment est votre douleur, quel est votre état émotionnel, tout ça, c'est inaccessible. Si à la radio on voit que vous avez 3 os pétés, eh ben on va se douter que ça doit faire mal, mais on ne pourra jamais vraiment savoir ce que vous ressentez. Parce que la sentience, la capacité à ressentir, est par définition privée.
On ne peut pas directement accéder aux expériences subjectives d'un autre animal, même entre humains. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il aura fallu attendre les années 80 pour qu'on reconnaisse que les bébés sont capables de ressentir la douleur. Avant les premiers travaux scientifiques sur le sujet fin 70, on pensait que les nouveau-nés avaient un système nerveux immature qui ne pouvait pas traiter les signaux douloureux de manière consciente. Certains médecins disaient que les pleurs des bébés étaient des réflexes involontaires, sans perception réelle de douleur, d'autres qu'ils ne pouvaient pas se souvenir de la douleur, et donc les interventions chirurgicales chez les nourrissons étaient souvent réalisées sans anesthésie. La date est terrifiante. Alors imaginez quand on doit juger de ça chez un autre animal dont le cerveau est tout à fait différent et qui a priori parle pas notre langue. Voilà pourquoi les auteurs de l'étude ont développé 8 critères. Plus on a de critères fiables en faveur de la sentience qui sont validés pour un animal, plus on peut être confiant que cet animal est sentient. C'est ce qu'on appelle un faisceau de preuves. Si on prend un de ces critères seul, on ne peut pas en tirer de conclusion, même si certains sont plus robustes que d'autres, mais si on les considère tous ensemble, alors là on peut avoir une assez bonne idée de la vérité. Grâce à eux, on peut dire ok, ça c'est pas juste une réponse automatique et involontaire de l'animal, c'est véritablement de la douleur, au sens où on l'entend pour nous. Pour chacun de ces critères et pour chaque groupe d'animaux, les auteurs ont attribué une note qui définit le niveau de confiance qu'on peut avoir en faveur de ce critère. Par exemple, VH signifie Very High, ça indique qu'il existe des preuves très solides montrant que ce critère est rempli pour le groupe d'animaux considéré. Alors quels sont ces critères ? Les 3 premiers, ils sont simples. Ils cherchent déjà à savoir si l'animal a des récepteurs capables de détecter des signaux douloureux, ce qu'on appelle des nocicepteurs, des voies neuronales pour conduire ces signaux jusqu'au cerveau, et des régions dans ce cerveau capables de traiter ces informations sensorielles, c'est-à-dire d'intégrer le message en douleur. Eh bien, l'étude montre que tous les céphalopodes et crustacés étudiés possèdent en effet des nocicepteurs. Presque tous les animaux étudiés ont aussi effectivement des régions intégratives dans le cerveau permettant de traiter les informations sensorielles, y compris celles liées à la douleur. Il n'y a que 2 exceptions, les nautiles et les crevettes pénaïdes, pour lesquelles on n'a pas encore assez d'études solides pour trancher. Par contre, en ce qui concerne les voies neuronales, les routes pour connecter les récepteurs au cerveau, on manque de données pour quasiment tout le monde. On a un haut niveau de confiance pour ce critère pour les seiches, les calamars et les poulpes, parce qu'ils ont été plus étudiés, mais pour les autres, ça reste encore flou. Les auteurs insistent toutefois sur le fait qu'un faible niveau de confiance pour les autres ne veut pas dire que ces animaux ne sont pas sentients. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas encore assez de preuves solides pour trancher dans un sens ou dans l'autre. Le 4e critère, c'est est-ce que l'animal réagit différemment à une situation désagréable ou douloureuse s'il reçoit un antidouleur, un anxiolytique ou un antidépresseur ? Eh bien, oui, pour les crabes, les écrevisses et les homards. On en est très sûr. Par exemple, chez les crabes, la morphine et d'autres opioïdes réduisent leur réaction face aux menaces et aux chocs électriques. Et des médicaments comme les antidépresseurs ou les anxiolytiques peuvent aussi modifier leur comportement. C'est intéressant parce que ce sont des mécanismes de régulation de la douleur et de l'émotion comparables à ceux des humains. On a aussi un haut niveau de confiance pour les poulpes et il y a de bonnes indications que certaines crevettes réagissent aussi à ces substances. Pour tous les autres, on manque à nouveau d'informations pour trancher. Critère 5, est-ce que l'animal est capable de choisir entre éviter un danger ou obtenir une récompense? Là, tout le monde est à peu près logé à la même enseigne, on sait pas. On manque d'informations, donc le niveau de confiance est entre faible et moyen pour ce critère. Critère numéro 6, l'animal adapte-t-il son comportement pour se protéger d'une douleur, par exemple en soignant une plaie, en évitant de toucher une zone douloureuse ou en se frottant pour soulager une gêne? On est très sûr de ça chez les poulpes et les crabes parce qu'on a beaucoup d'études qui tirent les mêmes conclusions. Et on est assez sûr chez les seiches et certaines crevettes. Par exemple, si on injecte du formol dans les pinces d'un crabe, il va se frotter activement la pince et beaucoup moins l'utiliser pour se déplacer. Les chercheurs ont aussi observé que les crabes semblaient tenir leurs pinces blessées très proches de leur carapace. Et que plus tard, après l'injection, ils peuvent aussi se mettre à plier, déplier ou secouer la pince. D'autres exemples, si on coupe les pédoncules oculaires des crevettes géantes d'Amérique, elles vont aussi frotter les zones blessées. Ça, c'est une pratique courante en aquaculture. On coupe le pédoncule qui porte l'œil pour stimuler la maturation sexuelle et la ponte des œufs. Critère 7, est-ce que l'animal peut apprendre à associer une situation désagréable à un indicateur comme une odeur particulière et modifier son comportement pour l'éviter? La réponse est oui, avec un très fort niveau de confiance chez les poulpes et les seiches, oui, avec un fort niveau de confiance pour les calamars et les crabes, et on est moyennement ou peu sûr chez les autres. Et enfin, dernier critère, est-ce que l'animal recherche activement des substances analgésiques, c'est-à-dire antidouleurs, pour soulager une douleur perçue? Aucune étude n'a encore testé ce critère chez les crustacés. Il n'existe donc aucune preuve permettant de confirmer ou d'infirmer ça. Par contre, on est assez confiant sur ce point chez les poulpes. Le tableau final, c'est donc celui-ci. Pour juger de la sentience d'un groupe de crustacés ou de céphalopodes, on regarde la ligne correspondante et le niveau de confiance de chacun des critères en faveur de la sentience. Plus il y a de vert, plus on a de preuves qu'un animal est sentient.
Mais du coup, à partir de combien de critères avec un niveau de confiance élevé, c'est-à-dire H ou VH, on peut dire qu'un animal est sentient? Voici ce que les auteurs en disent. Entre 7 et 8 critères avec un haut niveau de confiance, il existe de très solides preuves en faveur de la sentience. Il n'y a pas besoin de faire plus de recherches, cet animal mérite des mesures de protection du bien-être. C'est le cas du groupe des poulpes. Entre 5 et 6 critères avec un haut niveau de confiance, on a des fortes preuves en faveur de la sentience. Des recherches supplémentaires sont recommandées, mais dans le cadre des lois sur le bien-être animal, ils doivent être considérés comme sentients. C'est le cas du groupe des crabes. Entre 3 et 4 critères avec un haut niveau de confiance, il existe des preuves notables de sentience, mais certains critères restent incertains. Des recherches supplémentaires sont fortement recommandées. Malgré cette incertitude scientifique, il pourrait être raisonnable d'inclure ces animaux dans les lois sur le bien-être animal, notamment s'ils sont proches d'espèces mieux étudiées et dont la sentience est mieux établie. C'est le cas du groupe des seiches, des calamars, des bernard l'ermite, des homards et des écrevisses. Pour 2 critères avec un haut niveau de confiance, il existe quelques preuves de sentience. Elle ne doit pas être exclue. Plus de recherches seraient utiles. Là, on retrouve les langoustines et les crevettes caridées. Et pour 0 ou 1 critère avec un haut niveau de confiance, la sentience est inconnue ou peu probable. Donc en gros, d'après ce rapport, si un groupe d'animaux obtient un niveau de confiance élevé pour au moins 3 critères, il faudrait leur accorder des protections dans les lois sur le bien-être animal. Vous vous dites peut-être, ok, mais ils sont pas un peu trop gentils, non? On leur donne pas un peu trop le bénéfice du doute aux animaux? Là, on est devant une question éthique, qu'on peut reformuler de la façon suivante. Face à une situation où toute incertitude n'est pas levée, à qui doit aller le bénéfice du doute? Je pense que c'est très dur de savoir où fixer cette barre-là. Certains pourraient avoir envie de dire qu'à partir d'un seul critère, on prend pas le risque, et d'autres pourraient dire qu'il faut être plus sévère. Tout dépend de nos convictions et de nos intérêts. D'ailleurs, ça a été un très gros sujet de discorde entre chercheurs. Il y a eu des vrais clashs, par papier interposé, c'est pas très violent, mais quand même, il y a 2 camps qui s'affrontent. Ceux qui disent que le principe de précaution doit aller aux animaux, et ceux qui disent qu'il doit aller à l'industrie agroalimentaire et à la recherche, parce que ça va leur coûter des sous si des mesures de protection sont mises en place. Je rigole pas, c'est un vrai argument que j'ai trouvé en ces termes dans cette étude. Cette grosse étude de 2021 commandée par le gouvernement s'est positionnée comme un entre-deux, un peu plus en faveur des animaux parce qu'elle recommande l'application du principe de précaution pour eux, mais elle reconnaît aussi que des incertitudes persistent sur certains critères, donc il faudra plus de recherche. La conclusion des auteurs sur tout ça, c'est que les céphalopodes et crustacés décapodes devraient être inclus dans les lois sur le bien-être animal. Et les auteurs donnent des recommandations très claires, certaines pratiques devraient être interdites, notamment celles qui causent des douleurs sévères, comme le fait d'arracher les pinces des crabes avant de les remettre à l'eau, de couper les pédoncules oculaires, ou bien celles qui causent du stress, comme l'élevage intensif des pieuvres, parce que leur nature solitaire rend leur bien-être très difficile en captivité. Mais plus largement, ils recommandent aussi d'interdire la vente de crustacés vivants à des non-professionnels, parce que ça entraîne des mauvaises conditions de transport et d'abattage. Pour l'abattage, les auteurs recommandent l'interdiction de l'ébouillantage vivant et préconisent l'étourdissement électrique au préalable. Quelques mois seulement après cette publication, le gouvernement britannique reconnaît officiellement les céphalopodes et les crustacés décapodes comme animaux sentients en les inscrivant dans le Animal Welfare Sentience Act en mai 2022, ce qui impose au gouvernement de prendre en compte leur bien-être dans ses décisions futures. Une grande avancée pour la cause animale, mais malheureusement qui s'est toujours pas soldée par des mesures concrètes à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Il est par exemple toujours légal au Royaume-Uni d'ébouillanter les homards vivants ou d'emballer les crabes sous plastique, même si cette pratique a plus trop le vent en poupe. Le progrès avance lentement. D'autres pays ont pourtant déjà pris des mesures concrètes, comme la Nouvelle-Zélande, la Norvège ou bien la Suisse, qui interdit depuis 2018 d'ébouillanter les homards sans étourdissement préalable et de les transporter dans de la glace ou de l'eau glacée. Elle oblige aussi les acteurs de la filière à maintenir les homards dans leur environnement naturel pendant le transport. L'association Compassion pour les crustacés continue son œuvre et a publié en 2023 une grille de notation des supermarchés britanniques en fonction de leur respect du bien-être des crustacés. Le premier de la classe, c'est Marks & Spencer, qui a déjà banni l'ablation des pédoncules oculaires chez les crevettes, l'arrachage des pinces chez les crabes, et qui étourdit 100% de ces crabes avant abattage. Cette grille de notation permet aux consommateurs, par le choix de l'endroit où ils font leurs courses, de soutenir des initiatives plus respectueuses du bien-être animal, et donc d'encourager les acteurs de la filière à prendre en compte la sentience, même s'ils n'y sont pas encore contraints par la loi. C'est pour ça que les initiatives citoyennes sont très importantes, parce que le choix des consommateurs a un impact majeur sur le marché. Et en France alors, on en est où? Eh ben mes amis, on est au point de départ.
J'ai trouvé que 2 mentions de la question de la sentience des crustacés dans la sphère politique. Une pétition sur le site du Sénat, publiée en 2022 et qui n'a recueilli que 414 signatures sur les 100 000 espérées, et une question ouverte au gouvernement posée par Éric Coquerel en 2018. Dans celle-ci, il déplore les souffrances terribles infligées à ces crustacés et souhaite que la législation française développe une conscientisation à la souffrance animale, en se référant notamment au modèle suisse qui, depuis le 1er mars 2018, inclut par voie d'ordonnance l'obligation d'assommer le crustacé avant la cuisson. Bon, techniquement c'est pas vraiment assommer, mais l'idée est là. Il demande ensuite au gouvernement de procéder à l'interdiction de la mise à mort du homard par bouillonnement, et plus largement d'apporter davantage de protection et de considération pour les autres crustacés et décapodes. Avant de lire la réponse du gouvernement, je vous conseille de respirer un bon coup. Le règlement européen sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort est applicable aux seuls animaux vertébrés, autres que reptiles et amphibiens. Le homard est donc exclu de son champ d'application. La France n'envisage pas la mise en place d'une réglementation nationale allant au-delà de la réglementation européenne. La question de la sensibilité des animaux hors champ d'application des textes émerge cependant comme un sujet devant être débattu. Des discussions ont été entamées au sein de la plateforme bien-être animal de l'Union européenne sur l'élevage, le transport et l'étourdissement des poissons. Pourquoi il parle de poissons? Ces échanges, qui n'ont pas vocation à donner lieu dans l'immédiat à un encadrement réglementaire, pourraient par la suite être étendus aux crustacés. Je vous la refais en version courte et sans le blabla. L'Europe ne nous oblige pas à considérer les homards, donc c'est clairement pas au programme. Ça mérite peut-être débat. D'ailleurs, on parle un peu des poissons au niveau européen, même si c'est pas forcément pour les inscrire dans une loi quelconque, et peut-être qu'un jour on parlera des crustacés. Le résultat, le voici. C'est une vidéo que j'ai prise dans un supermarché au mois de décembre dernier. On y voit des crabes et des araignées de mer que je pensais déjà être cuits vu leur couleur, mais en m'approchant, voilà ce que j'ai vu. Un crabe en train de mourir et une étiquette qui indique « tourteau vivant ». En France, il est donc actuellement parfaitement légal de laisser des animaux marins s'asphyxier lentement dans des cagettes en plastique. Alors, une araignée de mer, ça peut rarement tenir plus de 24 heures hors de l'eau, mais pour les crabes, le supplice peut durer quelques jours. Et je vous parle même pas du stress engendré par ce genre de conditions de stockage. Voilà où on en est en France. Après avoir filmé ça, je suis retournée à ma voiture, je me suis effondrée pendant une vingtaine de minutes, et puis je suis allée dans un autre magasin parce que j'avais quand même besoin d'acheter des trucs. Et là, au détour du rayon boulangerie, je me suis retrouvée nez à nez avec un petit aquarium hébergeant une quinzaine de homards aux pinces attachées par un élastique. J'ai pas filmé parce que j'en étais plus capable à ce stade, mais vous voyez le tableau. Une quinzaine de homards, donc des animaux extrêmement territoriaux, chez qui la proximité d'autres congénères entraîne un stress immense, sans aucune cachette, au milieu d'une grande allée de supermarchés. Voilà où on en est en France. Peut-être qu'un jour on en parlera, peut-être, après les poissons. Et puis bon, si on n'a pas autre chose sur le feu, sans mauvais jeu de mots. Non, puis bon, les gens ça les choque pas de toute façon. Bon, il y en a quelques-uns qui se posent des questions au moment de les mettre dans la marmite, mais franchement, tant qu'on n'est pas contraint de s'y intéresser, on le fera pas. Tant que ça sera pas dans les débats publics, tant qu'on sera pas contraint par l'Union européenne, tant que les voix qui s'élèvent en France seront pas assourdissants, on continuera de faire semblant de pas les entendre. C'est plus simple. Mais non, mais oui, on a vu ce qui se passait en Suisse, on sait, hein. Ça vous a bien fait rire au dernier dîner d'ailleurs. Mais la Suisse, c'est pas la France. Et de toute façon, c'est pas les crabes qui vont parler pour eux-mêmes. Ni les homards. D'ailleurs, ça a une bouche, les homards? Je peux pas terminer cette vidéo sans vous parler d'autres arthropodes, très proches des crustacés sur le plan évolutif, les insectes. Le système des 8 critères a été repris pour évaluer la sentience des insectes, et des études récentes suggèrent que certains insectes pourraient aussi être sentients, bien que le consensus scientifique ne soit pas encore atteint. Comme vous pouvez le voir, ce tableau reste majoritairement grisé, ce qui signifie qu'il nous manque encore beaucoup de données sur certains critères et dans certains groupes. Mais la recherche avance, donc je vais continuer de surveiller ce sujet de très près, déjà parce que ça me tient à cœur, mais aussi pour pouvoir vous tenir informé le jour où la science parvient à un consensus sur les insectes. Et peut-être pourquoi pas aussi sur les araignées et les mille-pattes, même si pour l'instant on n'en parle pas trop. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, et merci aux tipeurs de la chaîne qui ont permis de la financer. Si vous voulez aussi me permettre de continuer ce travail, vous pouvez visiter le lien Tipeee dans la description, ou bien simplement laisser un petit commentaire et partager cette vidéo. Je vous mets aussi plein de liens en description si vous voulez voir les études dont on a parlé, ou bien creuser le sujet. À bientôt, prenez soin de vous. Bisous!